Bonjour tout le monde, merci d'être venu déjà, ça fait plaisir. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de talk, donc vous me pardonnerez si je suis un petit peu rouillé. Je vais commencer un peu par la fin en fait, parce que la question principale elle est là, elle est marquée, c'est est-ce que c'est vraiment une mission impossible de mettre de la culture produit dans une boîte? Je vous rassure, non. Déjà ça m'évite de faire le talk LPCX le plus court de l'histoire, mais ce qui aurait été dommage. Par contre ça nécessite, et on le verra ce soir, peut-être une approche un peu pas très conventionnelle du produit, tout du moins éloignée de celle qu'on voit beaucoup aujourd'hui, parce que quand on a discuté de ce sujet avec Marion et Caroline, on s'est dit en fait, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on voit beaucoup le product management sous l'angle startup, scale-up. Enfin, moi, je suis admiratif de ce que font des boîtes comme Alan, comme Payfit, en d'autres. On voit des méthodes et des approches produits qui sont vraiment canons. Sauf qu'en réalité, il y a plein d'équipes produits dans les entreprises plus tradies qui ne peuvent pas mettre ça en place. C'est difficile, c'est un autre contexte, il y a de la transformation, il y a de l'historique, il y a des gens en place. Et du coup, c'est difficile de faire le lien. Et en plus, surtout, on a peu de témoignages en fait. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y a peu de gens qui osent parler en fait de transformation ou d'approche produit dans des grosses boîtes. Et du coup, on s'est dit, bon, on va faire un retour d'expérience assez honnête. L'idée, c'est pas de vous donner une leçon ce soir, c'est de vous partager en fait ce qu'on a essayé avec mon équipe. Et je suis ravi qu'il soit là ce soir, de mettre en place chez April pendant mon expérience de 2 ans. L'idée, c'est que si vous arrivez à tirer une ou deux recettes, une ou deux leçons que vous pourrez appliquer, je le dis tout de suite, dans votre contexte, entre guillemets, pour moi, le talk qui sera réussi. Et j'insiste vraiment sur la notion de contexte parce que pour vous donner un petit peu plus de clés, moi quand j'arrive chez April en 2019, donc je suis resté 2 ans, j'arrive en tant que lead PM avec 3 missions. La première, c'est de délivrer une roadmap, et là je pense que certains vont se reconnaître, quasi définie à 90-95% à horizon de 2 à 3 ans. Ce n'est pas forcément un défaut, on le verra, l'entreprise a été rachetée 6 mois auparavant, il y a un gros plan d'investissement, mon équipe c'est comme si elle avait levé une jolie série A, donc ce n'est pas non plus quelque chose de mauvais d'avoir une roadmap bien définie. On n'est pas vraiment sur une product team, on est sur une équipe projet, il y a 2 PO, plus une équipe d'environ 10 devs techniques. La deuxième mission que j'ai, c'est de scaler cette équipe, on passera jusqu'à 6 à 7 PM et 25 à 30 devs au maximum. Et idéalement, j'ai mis ça en extra, c'est moi qui ai forcé pour le mettre dans ma fiche de poste, développer en fait une approche produit, une approche un peu plus product-centrique dans l'entreprise qui n'en avait pas à l'époque. J'arrive, du coup, je fais un peu comme tout le monde, un peu un bilan pendant 2-3 semaines, et là, au bout de 2 semaines, je m'assois, je me dis, zut, en fait, je crois que je suis tombé dans une feature factory, pour ceux qui connaissent le terme, voilà, une usine à fonctionnalité, je crois que c'est Marty Kagan qui a partagé ce terme-là, et il y a 3 caractéristiques clés. La roadmap, c'est quasiment que des features et des projets. L'équipe, elle est jugée sur son output et la delivery. Vous pourrez leur demander aujourd'hui, c'est encore en grande partie le cas, c'est est-ce que ça va sortir et à quelle date? Quel impact vous avez véritablement sur l'utilisateur? C'est l'équipe produit qui l'amène, pas vraiment l'entreprise. Et le troisième, c'est qu'on a une stratégie d'équipe d'entreprise qui est assez bonne, en fait, qui est assez claire, qui est traduite par une roadmap avec des fonctionnalités, mais au milieu, la stratégie produit et l'user research, en fait, elles sont un peu absentes. Ou tout du moins utilisées comme une couche, on va dire, rationalisante derrière. Là, moi, au bout de 3 semaines, je me dis, en fait, j'ai 3 options. La première, c'est que je pose ma démission et je m'en vais en courant. Bon, si je suis là aujourd'hui, c'est que je ne l'ai pas fait. La deuxième, c'est, bon, je connais le produit, je l'ai vu avant, je vais leur expliquer comment on fait du produit. Je me suis dit, c'est la meilleure moyen de me faire virer en moins de 3 mois. Et du coup, je me suis dit, il y a une troisième approche, c'est en fait de renverser le problème. Et de se dire, et si en fait une feature factory, n'en déplaise à Marty, Kagan, et si en fait c'était une opportunité? Parce qu'en réalité, si on veut travailler dans les meilleures boîtes produits de France et du monde, en fait, c'est une minorité des boîtes. Donc soit on essaye absolument de travailler dans ces boîtes-là, soit on essaye de renverser un peu le prisme, et en fait d'amener une approche produit dans une feature factory. Et en fait, il y a des... Je l'ai vu qu'avec le recul, il y a des avantages cachés. Déjà, ce n'est pas parce qu'on vous met une roadmap avec des features qu'à l'intérieur, on vous dit comment la faire, la feature. Il y a beaucoup de personnes en produit qui confondent le fait qu'on nous oblige à faire une feature avec la façon dont on peut le faire. Donc en fait, on a beaucoup de liberté dedans, contrairement à ce qu'on croit. La deuxième, c'est que oui, on n'est pas responsable de l'impact, mais c'est beaucoup de pression d'être responsable de l'impact. Demander à des PM qui sont responsables vraiment d'un objectif, d'un impact complet, qui sont totalement libres de le délivrer, c'est un autre type de pression qu'on n'a pas forcément dans une feature factory. Je sais que je tords volontairement le modèle, l'idée c'est de vous montrer qu'il y a quand même des avantages. Et puis le modèle en travail pur par outcome, aussi génial que je trouve, il est extrêmement dur à mettre en place. Et dans des entreprises traditionnelles, ça revient à faire un chiffre de 180 degrés de réflexion auprès de votre top management. On peut attaquer la face nord, on peut démarrer le K2 tout de suite avec un piolet et un truc, mais je pense que c'est une des meilleurs moyens de ne pas réussir. Par contre, arriver à leur montrer que dans la façon dont ils travaillent, on peut avoir des résultats pour ensuite doucement amener une approche un peu plus produit dans l'entreprise, nous, c'est le choix qu'on a choisi de faire parce que sinon, en fait, on était mort dans l'œuf avant même de démarrer. Et c'est un peu le fondement de la discussion que j'ai aujourd'hui, c'est renversons le prisme, disons, même si c'est une feature factory, est-ce qu'en fait, on peut faire quelque chose d'intéressant? Et du coup, la réflexion de l'équipe,
Ça doit être comment est-ce que dans une feature factory, je maximise mon impact. J'arrête de me plaindre qu'il y a une roadmap avec des fonctionnalités, ok, elle est comme ça. Comment je maximise mon impact? Et moi, avec le recul, je vous ai dit, je serai franc et transparent, il y a une erreur que j'ai faite, je l'ai fait trop tard, c'est de comprendre en fait le rôle de mon équipe et du produit dans la boîte. Tant que vous n'avez pas compris le rôle de votre produit et ce qui va amener comme valeur à l'entreprise, on peut se tromper dans son approche produit. Je m'explique, moi j'aime bien les frameworks qui simplifient. Il y a deux grands axes. Soit votre entreprise et votre produit, c'est le produit cœur. Ça veut dire que l'entreprise, elle va générer sa valeur, son business sur votre produit. Vous vendez un SaaS, vous êtes même sur un réseau social, vous êtes une fintech. Enfin, je pense que Payfit, c'est un exemple. On génère la valeur sur le produit parce qu'on le vend ou on vend les services associés. Ce n'était pas du tout le cas chez April. Chez April, on était ce qu'on appelle un produit support. Votre plateforme, votre produit, il aide l'entreprise à vendre des produits et services sur lesquels elle fait de la valeur. Et du coup, ça permet de se dire, OK, moi, en tant que produit, je suis là pour aider, mais en aucun cas, c'est moi la star, c'est nous le show, parce qu'aujourd'hui, on nous vend un peu le côté, l'équipe produit, si on se trompe, doit être le maître du show. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut comprendre que dans ce cas-là, il va y avoir des grosses dépendances avec les équipes business, il va y avoir des relations à créer qui sont extrêmement importantes, et que le rôle du produit, c'est de magnifier un petit peu cette vente de produits et de services. L'assurance, c'est un cas très particulier, parce qu'en fait, c'est compliqué. Contrairement à ce que pouvaient dire certains de mes anciens boss, on ne vend pas une assurance comme un paquet de saucissons. Le processus de vente d'assurance est intimement lié au produit. Je vous donne un exemple, vous achetez un produit d'assurance de prêt, vous devez remplir un questionnaire médical qui fait 30 questions. Ce questionnaire, il se fait en ligne. Là, l'équipe produit, elle a de l'intérêt, elle va amener quelque chose. Mais si le produit, il est mal calibré et qu'il est hors marché, vous pouvez avoir la meilleure plateforme du monde. Vous pouvez demander aux gens chez Alan, il peut avoir la meilleure plateforme du monde. Si le produit il est 20% plus cher que le marché, personne ne l'achète. Donc, il y a un rôle de dépendance qui est très important qu'on verra derrière. Ça permet de positionner l'équipe différemment. Du coup, le principe, c'est de se dire comment est-ce que je rends ma feature factory un peu plus efficace. Alors, je ne peux pas vous partager tout ce qu'on a mis en place. Il faudrait 2, 3, 4 heures. J'ai pris 4 exemples que je trouve assez importants et sur lesquels je vous partagerai ce qu'on a bien fait et ce qu'on a mal fait. Le premier, pour moi, c'est important, c'est que je pense que 90% du résultat il vient de l'approche des product managers individuels. Moi, je suis arrivé, c'était des PO au sens chef de projet. La première chose qu'on a fait, c'est de redéfinir le rôle du PM et de les responsabiliser sur tout le cycle produit. En gros, quand j'arrive, les PM, ils sont jugés sur ce que vous voyez là. Capacité à délivrer à l'heure et à lancer. Après, on passe à autre chose. C'est pas très grave. Et en fait, pour qu'on ait vraiment une approche produit, il faut que les PM, officiellement, clairement, pour eux et pour l'entreprise, j'insiste pour l'entreprise, ils soient responsabilisés sur tout le cycle produit. C'est-à-dire la validation des opportunités, la validation des problèmes, déterminer les facteurs clés de succès, lancer leurs produits et surtout mesurer et améliorer la plateforme. Ça peut paraître un peu théorique ce que je vous dis, mais tant que ce n'est pas validé, admis par les PM et capté par tous les autres départements de l'entreprise, on n'a quasiment pour moi aucune chance de positionner une équipe produit correctement dans une entreprise qui n'en a pas l'habitude. C'est difficile d'avoir des outils qui marchent à tous les coups. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est la description de poste claire dans l'entreprise. Le rôle des PM, on l'a décrit de manière beaucoup plus précise. Quand on a embauché des gens, derrière tout le processus PM qui n'existait pas, on l'a mis en place et on a embauché des gens qu'on sentait être capables d'être des PM. On ne voulait plus de chefs de projet. D'ailleurs, ils sont là et c'est des PM aujourd'hui, ce n'est pas des chefs de projet. Ça, je pense que c'est la meilleure, en tant que lead, plutôt, c'est la meilleure graine que vous pouvez planter. Parce que si vous recrutez des vrais PM, alors après, il faut leur donner de quoi s'amuser, hein, c'est quand même important, mais c'est le meilleur moyen de faire changer une entreprise de l'intérieur. Et un deuxième outil, après, qu'on n'utilise pas souvent, mais en fait, je trouve canon, c'est le RACI. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une matrice qui, en fait, détermine les responsabilités de chacun. Vous pouvez décomposer toutes les missions d'un product manager et mettre en face de l'entreprise qui est responsable de chaque sujet. Je vous donne un exemple, la priorisation de la décision finale d'une fonctionnalité. Si on la sort, on la priorise ou pas, c'est qui a la responsabilité? C'est le product, c'est le marketing, c'est les sales, c'est le CEO, c'est qui? Tant qu'en fait, toutes ces parties-là ne sont pas clairement définies dans l'entreprise, et on le met toujours de côté ce boulot, hein, parce qu'en fait, il n'est pas facile à faire, au moment de la priorisation, au moment des choix, il va y avoir des frictions, des difficultés, c'est souvent l'équipe produit qui va le payer. Donc moi, je ne l'ai pas assez fait. Je l'ai fait qu'une fois un peu avec Olivier qui était là dans un projet qu'on a fait. Ça nous a aidés, on aurait dû le faire pour toute l'entreprise, que tout le monde comprenne clairement quel était le boulot d'un PM. C'est bien de lui définir son boulot, mais c'est bien de s'assurer qu'un PM, derrière, il a une approche produit exhaustive. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment, comme je vous l'ai dit, sur le problème, on le valide correctement, on fait ça vraiment dans l'ordre. Et le meilleur outil que moi j'ai trouvé au fur et à mesure des années, c'est, alors on l'emprunte à d'autres boîtes, hein, le Product Brief, il s'appellera autrement chez Amazon, il s'appellera Product Requirement Document, vous pouvez trouver le nom que vous voulez, mais c'est un document synthétique d'1 à 3 pages
qui, pour chaque initiative, s'assure que vous définissez correctement toute la partie problème, ce qu'on appelle le problem exploration. Tant que vous ne l'avez pas validé jusqu'au bout et que l'équipe n'est pas alignée autour de ça, vous ne passez pas du tout à la partie solution. Et après, vous décrivez à haut niveau la partie solution, la stratégie go-to-market, pourquoi vous y allez et comment vous allez le faire. Cet outil, pourquoi il est canon? Déjà, moi, au plus j'avance, au plus je me dis que la communication écrite, ça ne pardonne pas. On peut faire ce qu'on veut à l'oral, on peut imaginer plein de choses, on peut se rater. Un document écrit synthétique, s'il y a des trous de raisonnement, vous le voyez direct. Donc ça, enfin, c'est un avis très personnel, je trouve que la communication écrite est extrêmement importante. C'est un outil super de partage avec vos stakeholders aussi, 1 à 3 pages, tout le monde peut le lire. Celui qui dit qu'il n'a pas eu le temps de le lire, c'est qu'il n'a pas pris le temps, c'est sa faute. Et c'est un document suffisamment synthétique pour prendre des grandes décisions. Nous, on l'a utilisé, je dirais, 30 à 40% du temps dans l'entreprise. Avec le recul, je l'aurais systématisé, beaucoup plus. Le seul recul qu'il faut avoir, à mon avis, là-dessus, c'est quand on fait des petites initiatives, ça peut être overkill. Il faut adapter le travail. L'idée cachée derrière ce document et derrière cette approche, c'est de toujours valider le problème et avant de passer en mode solution. Parce que surtout dans les grandes entreprises, on va venir vous voir avec des tonnes de solutions, mais jamais avec des problèmes. Et du coup, ça permet de rationaliser l'approche et d'avoir un discours plus intéressant avec les équipes. Je vous donne un exemple d'application globale. On devait reprendre l'ensemble des parcours de souscription santé de la plateforme. On avait 5 mois pour le faire. C'est le plus gros marché du groupe. On nous a dit, voilà, il faut que ça sorte le 15 avril. Voilà le brief. Et que ça marche sur mobile. Voilà le brief. Débrouillez-vous. C'était dans la roadmap, c'était un joli carré comme ça qui sort pour avril. On aurait pu le faire à l'ancienne. On fait des specs, on fait un design, on développe, on voit, on teste sur 2-3 personnes. Non, on a pris vraiment une approche produit. Là, c'est nous, l'équipe, qui l'avons décidé. Alors, on avait la chance d'avoir des ressources, je vous le concède, ça aide. Mais on a vraiment pris une approche de validation de problème avec une étude UX, avec une super boîte qui s'appelle SparkLab qui nous a aidé à vraiment déterminer tous les pain points des courtiers. Derrière, on a fait un vrai travail itératif de design qu'on a montré à quelques courtiers pour le valider. On a décidé aussi ce qui ne se faisait pas avant, quels étaient les KPI véritables de succès. C'est bien de sortir quelque chose, si on ne sait pas ce qu'on veut mesurer, ça ne sert à rien. Pour la première fois, on l'a fait avant. Après, travail classique, spec, build, QA, je ne vous apprends pas ce que c'est. Et derrière, on a fait un lancement gradué. On l'a lancé d'abord sur 100 utilisateurs. On a fait des tests avec notre solution d'analytics et aussi avec l'analyse d'usage. On s'est rendu compte qu'on avait fait 2 grossières erreurs sur les parcours de souscription. On les a corrigées. On l'a lancé à tous les utilisateurs. On a fait une mesure classique d'adoption, parce que c'était notre KPI principal, nous, c'était l'adoption. Le principal mesure de succès, c'était si on la met en phase de courtier, puisqu'on leur laissait l'ancien parcours, on va dire, voilà, on vous a mis un nouveau parcours, s'il vous plaît, utilisez-le, s'il ne vous plaît pas, utilisez l'ancien. On a eu plus de 75% d'adoption naturelle du parcours, c'était notre KPI de succès. Un seul, ultra simple. Après, on a vérifié que derrière, que les taux de souscription ne partaient pas dans des mauvaises directions, mais un KPI simple, ça nous a permis de le valider. Et on a fait ça sur tout un marché. Personne ne nous avait donné de méthode, personne ne nous avait obligé, personne ne nous avait interdit, c'est l'équipe qui l'a fait elle-même. Elle n'a pas demandé la permission à qui que ce soit. C'est ça le message que je veux vous donner, c'est qu'on peut faire lorsqu'on ne nous donne pas forcément de direction. La leçon que j'apprends de ça, c'est que l'approche vraiment systématique, validation du problème avant de passer en solution, moi je trouve qu'elle est canon. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire du product management si on ne valide pas de problème. Peu importe qu'on vous ait amené ou non une fonction à faire sur un plateau. Ça ne dédouane pas le product manager de prendre du recul, de remonter sur le problème. Il y a des tonnes de frameworks qui existent. Pierre avait parlé d'un framework lors du dernier talk. Il y en a des tonnes intéressants. C'est le devoir du PM. Et je trouve intéressant de responsabiliser les PM sur leur rôle. Le deuxième point ultra important, et je pense qu'il y en a qu'un qu'il faut que vous reteniez ce soir, c'est celui-là. Surtout dans une boîte support, la relation avec les stakeholders, alors c'est les parties prenantes qui sont hors de votre équipe, business, légal, sales ou autre, réseau de vente, elle est fondamentale, elle peut faire ou défaire toute l'approche produit, mais complètement, surtout dans une boîte support. Je rappelle, nous on vendait de l'assurance, en aucun cas la plateforme digitale n'est le cœur. Elle aide beaucoup, mais elle n'est pas le cœur. Le cœur, c'est le produit et c'est le réseau de vente. Si vous n'avez pas une bonne relation avec ces équipes-là, ce n'est même pas la peine d'essayer de mettre en place une bonne approche produit. Et moi, il y a une cible que j'aime bien. Alors, elle est matérialisée par Netflix, où je suis désolé, j'adore lire, donc je sors des fois un peu des trucs qui viennent de droite. Vous le lirez. Eux, le principe qu'ils ont chez Netflix, je trouve très intéressant, c'est que les équipes, elles doivent être ultra alignées sur la stratégie, mais ensuite, chacun se débrouille sur son domaine. Chacun est responsable de l'implémentation. L'exemple qu'il donne, l'ancien CPO, c'est vachement intéressant. Il dit quand il fait ses planifications stratégiques, il demande son avis aux équipes contenu. On penserait qu'ils sont impliqués, en fait, non. Dans la planification stratégique, c'est l'équipe produit et d'autres qui décident. Le contenu n'a pas sa voix sur ce qui est fait sur la plateforme. Et inversement, la plateforme n'a pas de voix sur ce qui se fait sur le contenu. Ça, je trouve que c'est un modèle canon. C'est un modèle peut-être un peu de rêve. Mais le principe derrière, c'est de dire chacun doit s'occuper de son sujet. Pour pouvoir
faire en sorte que chacun s'occupe de son sujet, il y a besoin de s'aligner le plus possible avec ses parties prenantes. Nous, les parties prenantes, c'était les équipes qui créaient les produits d'assurance. Vous imaginez qu'ils avaient un énorme pouvoir. Et les équipes réseau de vente, les commerciaux. Pour faciliter ce travail d'alignement, on a mis plusieurs initiatives en place. La première, c'est d'aller un peu plus loin dans l'intégration des équipes business avec nous. On a pris un responsable par équipe business qui était le représentant officiel de cette équipe auprès de notre équipe. Ça existe encore aujourd'hui. On a fait la même chose avec les équipes légales et les équipes réseau de vente. Ça allait au point qu'ils viennent passer 2 jours par semaine, on est encore très présentiel, avec les équipes. Ça veut dire que maintenant, il y a des duos aujourd'hui dans certains marchés, il y a encore des duos PM et équipe business, donc on est allé assez loin là-dessus. Le deuxième exemple, pour aligner les différentes parties prenantes qui ont tous des priorités changeantes, c'est de faire des séances de road mapping commun où on intégrait toutes les équipes business. Alors ça peut être cacophonique au début, hein, ça peut être un peu spécifique. L'intérêt que ça a, c'est que ça évite que l'équipe produit se retrouve le réceptacle du manque d'alignement stratégique des autres départements. En les mettant tous autour d'une table, tout le monde voit les incohérences stratégiques qu'il peut y avoir et les décisions qui sont prises sont bien comprises par tout le monde. Les personnes repartent ensuite dans leurs différentes business units porter un peu la voix, mais au moins, les décisions qui sont prises dans ces comités, elles sont normalement claires et définitives. On verra qu'il y a un petit twist pour que ça marche. L'autre travail qu'on a fait avec eux, je pense que ça vous est tous arrivé, le stakeholder qui vient avec « je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça ». On a tous un peu marre en tant que PM, hein, quand on vient avec des tonnes de solutions, mais qu'on ne sait pas pourquoi on doit les faire. Mais en fait, on a renvoyé le problème de l'autre côté en créant ce qu'on appelle des templates de demande de fonctionnalités qui étaient centrés sur le problème. Alors au début, on s'est fait envoyer littéralement paître. Hein. Pourquoi est-ce que moi, je devrais vous justifier que je veux telle fonctionnalité? En fait, à force de travail d'éducation, on les a... C'est pas appliqué de manière systématique, mais ça marchait pas mal. On les engageait à travailler sur le problème. Et une fois qu'ils avaient rempli cette template, on la verra ensemble après, à ce moment-là, ils avaient le droit de nous faire une demande de feature. Oui, c'était un peu radical, mais bon, il fallait y aller. Et l'avantage que ça a, c'est que tout de suite, on se basait sur le problème, on parlait plus solution. Et c'est entre autres comme ça qu'on a réussi à faire sauter la moitié des demandes en fait, naturellement. Parce que les gens se rendaient compte qu'il n'y avait pas de vrai problème derrière, que ce n'était pas spécialement obligatoire. Et en fait, elles n'atterrissaient jamais dans notre backlog. Ce n'est pas une recette miracle, hein, mais ça aide beaucoup. Et un autre aspect aussi, je pense, hyper important qu'on oublie, c'est d'être le plus clair possible dans sa com. Les équipes produits, souvent, oublient de communiquer sur ce qu'elles font. On a mis en place, ça c'est très simple, hein, une petite roadmap publique sur PowerPoint, l'outil le plus avancé de la Terre, mais sur PowerPoint, et des release notes. Chaque fois qu'on faisait une release, partait dans toute la boîte une template qui ne changeait jamais. Personne ne pouvait avoir l'excuse de dire « je ne sais pas ce qu'ils font ». En fait. Si les gens vous disent « je ne sais pas ce que vous faites en tant qu'équipe produit », bon, pour moi, c'est la faute de l'équipe produit. C'est parce qu'on ne communique pas assez clairement. Pour que ça marche, il y a un sujet qu'on avait mal vu, c'est qu'en fait, il faut que vos représentants d'équipe business ils aient un très très fort ownership, soient capables de prendre les décisions eux-mêmes. Sinon, c'est des représentants qui viennent prendre l'info, qui la remontent, et en fait, votre enjeu, vous, qui est de faciliter et accélérer les décisions, il ne marche pas. Nous, c'est l'erreur qu'on a fait au début. On avait des gens qui étaient parfois un peu juniors et qui venaient prendre l'info et qui devaient la remonter 2-3 crans dessus pour que des décisions soient prises. En gros, on a obtenu l'effet inverse de ce qu'on voulait. On a réussi à le travailler un petit peu au fur et à mesure, mais si je devais le refaire, je pousserais pour qu'on ait que des gens avec un très fort level d'ownership pour travailler avec nos équipes. On a mis aussi en place quelques outils pour travailler comme ça. Les outils les plus évolués de la Terre, PowerPoint. Pourquoi? Parce qu'en fait, la boîte était centrée PowerPoint, était malade de PowerPoint. Moi, il y a une leçon que j'ai apprise, c'est quand on veut changer et pousser un nouvel outil dans une boîte, il faut être prêt, il faut être chaud, parce que c'est beaucoup de boulot. J'ai essayé, hein. Alors, finalement, on est revenu sur PowerPoint, ça marche très bien. Les gens étaient contents d'avoir leur email avec les infos, je rigole pas, hein. Et ça se passait très très bien. Et pour les briefs, on était, heureusement ou malheureusement, ça dépend des prismes, utilisateurs d'Atlassian. Et du coup, on a tout mis dans Confluence. L'intérêt du brief dans Confluence aussi, c'est dès que vous allez démarrer les développements avec vos devs, ils ont aussi un document un peu plus centré projet, un peu plus centré outcome, problème, et du coup, vous les engagez là-dessus, et pas uniquement avec une liste de specs, comme des personnes qui sont là pour développer. L'enseignement que je tire de ça, c'est que le principe d'inclusion, on aurait dû aller beaucoup plus loin. Moi, je pense qu'on devrait même avoir des sortes de duos officiels pour des cas comme nous, avec un représentant business qui est inclus dans l'équipe. Je pense que ça serait un modèle vraiment à explorer. L'ownership, qui décide véritablement, c'est quelque chose sur lequel il faut répéter le message et s'assurer qu'en fait, à très haut niveau, il y a des gens qui soient capables de trancher. Parce qu'au final, tout ce qu'on a mis en place, ça donne des résultats, mais on s'est arrêté un petit peu au milieu du modèle, ce que je trouve un petit peu dommage. Le troisième axe dont je voulais me parler, c'est
je voulais vous parler, c'est d'utiliser les frameworks produits. On en voit plein, c'est super, mais dans le bon contexte. Le message caché derrière, c'est que tous les frameworks marchent ou ne marchent pas, ça dépend du contexte. Nous, on a essayé en arrivant d'utiliser le fameux RICE. On va en parler, on s'est planté, mais complètement. On est arrivé, classique, vous connaissez, il y a un backlog qui fait à peu près 700 km de long, avec des idées de fonctionnalités non priorisées. On s'est dit, voilà, le RICE, ça a l'air de bien marcher. Tout le monde connaît le RICE comme framework de priorisation, sinon je vous détaille un petit peu. On va l'appliquer bête et méchant. On a donc pris le scoring, on l'a appliqué sans vraiment prendre le temps de le structurer. Et on s'est retrouvé avec une liste de priorités. On l'a amené devant nos stakeholders avec nos jolis chiffres. Ça n'a pas résisté à la première séance. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui vous dit que rajouter une solution d'analytique, c'est plus prioritaire que de changer un email en fait, dans un parcours de souscription? C'est la stratégie derrière qui va vous le dire. C'est des éléments supplémentaires. J'ai rien contre le RICE. Je pense que bien l'utiliser, c'est un outil absolument canon. Nous, l'erreur qu'on a faite, et c'est ça que je vais vous garder, c'est que prendre un framework et l'appliquer de manière basique, ça peut paraître con, hein, ça peut vraiment avoir des effets très négatifs. Nous, on y a passé 3 semaines, 1 mois, on a tout jeté à la poubelle. À la fin, c'est bien dommage, parce qu'on pourrait utiliser notre cerveau de manière plus intelligente. Mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé. À l'inverse, alors qu'on pilotait des budgets à 7 à 8 chiffres, on a réussi à prioriser des marchés entiers avec des frameworks d'une simplicité basique. Je vous parlais du projet de santé tout à l'heure. On a fait toute la priorisation avec un Moscow, must have, should have, could have, would have. C'est le framework le plus simple de la Terre. On a priorisé un investissement supérieur à 500 000 € ou 1 million d'euros avec ça. Pourquoi? Parce qu'on avait une bonne recherche utilisateur, on avait des pain points très clairs. On a fait une liste, ça a très bien marché. Juste le message caché, c'est les frameworks marchent très bien, mais au plus vous allez vouloir mettre d'énergie dans un framework compliqué, au plus il faut vraiment s'assurer que tout le monde l'adopte. Et le deuxième qui a vraiment très bien marché, mais pas assez systématisé, je vous dis, c'est la feature request. Moi, ma principale victoire, c'est quand des stakeholders venaient me voir en disant « on a bien rempli le PowerPoint, là, voilà, on va voir, on a bien tous les éléments, est-ce qu'on peut discuter de la feature » quoi. Alors ça a pris du temps, hein, mais ça c'est canon, quoi, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, alors cette feature-là, bon en fait non, on l'a remplie, on s'est rendu compte, il n'y a pas de problème derrière en fait. Donc on oublie, bon, c'est canon. Je vous l'ai mis juste en exemple, c'est basique, hein. C'est les forcer en fait à faire un produit de brief à l'envers. Pensez d'abord au problème. Alors le modèle peut être challengé, hein, vous pourrez le prendre, je vous le partagerai, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire sous plein d'outils. C'est les forcer à penser d'abord à l'opportunité, à faire un premier niveau de priorisation, et puis derrière, s'ils ont envie d'imaginer une fonction, parce qu'il ne faut pas empêcher les gens d'imaginer une feature, hein, c'est sacerdoce, hein, on a tous envie d'imaginer quelque chose, laissez-les faire. Mais d'abord, il faut qu'ils se concentrent là-dessus. À un moment, on a été assez radical. S'il n'y avait pas les premiers éléments, je faisais le filtre, du coup, parce que tout le monde ne pouvait pas apporter ça. Pas les premiers éléments considérés par la fonction. Interdit. Bon, c'était un peu dur. Hein. Je ne vous dis pas que ça s'est toujours passé avec grâce et gentillesse de la part des stakeholders. Mais au final, on a gagné beaucoup de temps parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas passées. Et ça nous a évité de faire pas mal d'erreurs. Du coup, le message derrière, c'est les frameworks, c'est bien, mais attention, un framework, ce n'est pas une strat. Et malheureusement, je pense que c'est aussi un message qu'il faut avoir. La stratégie au niveau de la boîte, c'est une chose. Les frameworks, c'est un moyen très vite de scorer des features, mais s'il n'y a pas de stratégie produit au milieu claire, en fait, le framework, je ne dis pas qu'il ne sert à rien, mais c'est un vrai danger. Et deuxièmement, on sous-estime le temps que ça prend à paramétrer pour éduquer les gens, pour le mettre en place, pour le faire adopter. Ça peut prendre des mois, donc s'assurer de faire vraiment le travail de structuration important avant, que vous soyez PM, que vous soyez lead, parce que c'est votre rôle. Les frameworks, si on les applique comme ça, je trouve en fait ça ne marche pas. Par contre, à l'inverse, ça peut marcher très bien si on y met le bon niveau d'info. Après, je voulais finir avec un petit super pouvoir caché dont on ne parle jamais, ou très peu chez les PM. C'est le pouvoir d'être le videur ou l'assassin. En fait, c'est le pouvoir de ne pas faire ou de défaire. On a tous envie de faire des nouvelles features, on a tous envie de faire évoluer notre plateforme, de la rendre dingo. Il faut juste qu'on n'oublie pas quelque chose, c'est qu'en fait, on est aussi là pour dire non. Et un autre sujet aussi, c'est très ingrat, on est là pour tuer des features aussi. C'est ça le rôle du videur et de l'assassin, on l'oublie. Hein. Et pourquoi c'est encore plus important dans une feature factory? C'est qu'une feature qui ne marche pas dans une start-up qui joue sa vie, on l'enlève généralement parce qu'on le voit très vite. Au plus votre plateforme elle est grosse, au plus l'entreprise peut se permettre de soutenir en fait, des erreurs, au plus vous allez faire une usine à gaz. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, elle est là. Hein. En mode projet, en plus, on passe à quelque chose derrière. Les PM ont du mal à itérer. Elle est là. Sauf qu'en réalité, au plus vous faites ça, chaque mauvaise fonctionnalité, c'est de la dette technique, de la maintenance. Surtout, c'est de la dette UI. Moi, j'adore les produits, les plateformes qui sont simples. Toute nouvelle fonctionnalité, pour moi, c'est une forme de dette. C'est un peu radical, c'est une forme de dette si c'est mal fait. C'est de la complexité pour l'utilisateur.
et puis vous pourrez en parler à mon équipe, c'est de la maintenance et du QA. Chaque fonctionnalité, quand vous le sortez en automatique ou en manuel, il faut la tester. Faut à chaque fois. Ça met du temps. Et ça, en fait, on oublie, c'est très ingrat, je trouve. Mais moi, je trouve que les super bons PM, ils sont capables de dire non ou de tuer des fonctionnalités hyper rapidement. Et je vous le redis, c'est hyper important dans une feature factory où, en fait, on ne vous dira rien si on ne tue pas des features. Par contre, votre produit peut devenir énorme et être incompréhensible. C'est valable dans des startups aussi, il y a des startups qui le font aussi, mais dans des grosses boîtes, quand on vous juge plutôt sur la sortie et pas vraiment sur l'impact, ça arrive très souvent. La meilleure arme pour contrer ça, c'est l'approche centrée problème et contexte. Alors, vous pouvez utiliser encore une fois des frameworks là-dessus. Moi, je voulais vous donner un exemple pour vous matérialiser ça. C'est pas vraiment théorique. Nous, on avait une fonctionnalité sur nos plateformes qui permettait automatiquement aux courtiers, dans le cadre d'un processus de vente, de générer un document de conformité. Ils n'ont pas le choix, c'est la loi. Quand un courtier vous vend un produit d'assurance, il doit vous donner un document qui justifie pourquoi il a choisi ce produit et pas un autre. C'est la loi. 90% le font ou le font pas, c'est leur problème. C'est un vrai bon problème. La société s'est dit, tiens, on va le générer automatiquement. En fonction du produit que vous choisissez, on fait un calcul savant, on vous dit pourquoi, sur une dizaine de points, le produit il est adapté ou non. Dans l'absolu, c'est canon. On le sort, taux d'utilisation inférieur à 5%, impact, grâce à la solution d'analytics, sur le processus de vente et sur le taux de souscription, 0. Aucun impact positif mesuré. Par contre, chaque fois que vous sortez un produit, il faut évoluer le score, il faut le mettre. C'est du QA à chaque fois. On a 2-3 tests à chaque fois qui sont à passer pour vérifier que le pourcentage tombe bien. Ça fait 2 ans que cette fonctionnalité est là. La vue que je vous partage, c'est la mienne. J'aurais dû passer plus de temps à la tuer. J'aurais dû la tuer. Parce qu'elle a pu nous prendre, que ce soit pour des raisons de bug ou de QA ou autre, jusqu'à 5 à 10% parfois notre bande passante de dev, pour la maintenir et la corriger. Et si vous multipliez ça par une série de fonctionnalités énormes, votre plateforme, elle peut vite devenir énorme. Je sais que c'est ingrat comme boulot. Moi, j'aime bien, perso, aller tuer les fonctionnalités. Je trouve que c'est de la valeur. En plus, c'est bête à dire, mais ce n'est pas le boulot le plus dur à faire. Si vous avez une bonne solution analytique, une bonne manière de mesurer, honnêtement, ça... Après, il faut faire passer l'idée. Parce que quand c'est l'idée, le bébé chéri de quelqu'un, lui dire que son bébé, il faut le tuer, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est une expression, c'est un euphémisme, je précise. J'avais un autre exemple, mais on y reviendra plutôt dans la partie QA, si vous voulez, sur une feature qu'on a repoussée parce qu'en fait, elle ne correspondait pas du tout à une vraie attente. Il y a plein d'autres sujets que je ne peux pas explorer parce qu'on n'a pas le temps. Si vous voulez le poser pendant les QA, que ce soit de l'organisation, de la data ou autre, on reviendra dessus. Au final, est-ce que le bilan il est mitigé? C'est quoi le bilan en fait au bout de 2 ans quand je m'en vais? Est-ce qu'on a une boîte product-centrique? Je ne vous ai pas menti au début. Non, non. Ce n'est pas une boîte product-centrique. Elle ne peut pas l'être. Je pense qu'elle ne peut pas être, qu'elle n'a pas vocation à l'être. Par contre, est-ce que c'est une boîte et surtout une équipe qui est orientée produit? Oui. Et ça, je ne le dis pas parce que je suis devant vous, je le dis vraiment. C'est ça, en fait, le véritable succès de l'entreprise, c'est qu'elle a une équipe orientée produit. Les réussites, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des product managers dans cette équipe. Il n'y a plus des PO chefs de projet. Je ne le dis pas juste parce qu'ils sont là, parce qu'ils savent que s'il y avait besoin, je n'avais pas de problème à les boxer, mais aussi à leur dire la vérité, c'est des vrais PM. C'est vrai, et ça, c'est super pour l'entreprise, parce que ça veut dire que quand on vient les voir avec une feature et pas avec un problème, ils vont pousser derrière. Ils vont dire non, je ne veux pas le faire, on va vraiment travailler sur l'axe du problème. D'ailleurs, ça crée des frictions, c'est difficile, mais c'est probablement le meilleur héritage pour l'entreprise, d'avoir une vraie équipe produit. Ils sont au honneur des problèmes, alors il faut toujours arriver à le faire comprendre aux équipes périphériques qui ne veulent pas lâcher quand il faut faire les vraies priorisations. Mais on a un vrai contrepoids fort. Et puis finalement, le seul juge de paix, quand même, c'est ce qu'on sort. On a sorti des parcours, et moi je le vois avec le recul canon, qui ont produit des résultats. On le voit rarement quand on est dans une boîte qui ne vous donne pas forcément l'impression que ça bosse bien. Mais de l'extérieur, on a vraiment sorti des choses très intéressantes. Ça, c'est vraiment les vraies réussites. Par contre, c'est loin d'être tout rose. Ça, c'est normal. Il y avait des vraies limites. Pour moi, la première, c'est que quand on est dans une feature factory, le release and forget, je release, je passe à autre chose. Le tuer, c'est très compliqué. Le problème qu'on a derrière, c'est que l'aspect itératif, il est dur. L'équipe, elle a des tonnes de super idées d'amélioration. À la fin de ma mission, on avait réussi à faire valider qu'on avait 25% de la bande passante qui devait être libre pour l'équipe. Mais c'est comme les 20% de Google pour faire vos projets. C'est super de les avoir, mais si c'est pour les faire le samedi ou si vous n'avez pas la bande passante, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on n'arrive pas à le concrétiser ou pas assez en véritables améliorations. Ça, c'est une limite de la feature factory. Le deuxième, c'est qu'il y a toujours beaucoup de friction avec les équipes internes pour déterminer qui prend les décisions finales. Ça, c'est un projet, c'est quelque chose qui est quand même assez dur à mettre en place. Et le dernier, moi, c'est quelque chose que vraiment je trouve dommage. Il a trait à la recherche utilisateur. C'est quand on fonctionne en mode produit par opportunité, feature factory, on va faire de l'user research par projet. En fait, on va venir confirmer ou infirmer des intuitions. Mais comme on ne fait pas de discovery continue,
on va rater les signaux faibles, on va rater des problématiques utilisateurs auxquelles en fait on n'a juste pas pensé. C'est parce qu'on vient juste discuter et faire de la bonne recherche. Et du coup, je pense que le groupe et toute boîte qui travaille comme ça passe à côté d'opportunités canon parce qu'elle ne prend pas le temps. Moi, c'est une défaite. On a essayé de mettre en place, c'était même dans les objectifs individuels des PM, d'aller faire de la discovery. Mais derrière, culturellement, ça a été difficile de faire comprendre qu'on devait aller faire de la discovery parce que c'était juste notre job. Il fallait que ce soit associé à un projet, associé à une idée. Et donc, on a eu vraiment pas mal de difficultés. Donc, vous voyez, le résultat, c'est que c'est ni tout blanc, ni tout noir. Il y a quand même une belle évolution de l'équipe. Je pense qu'il y a d'ailleurs, si vous voulez leur poser des questions, il y a des choses qui ont été mises en place encore depuis mon départ. C'est ça que je trouve super. C'est que ce n'était pas dépendant d'une seule personne. Et au final, moi, ce que ça m'a appris, c'est que c'est toute une question de contexte. Ça, ce n'est pas ce que vous verrez dans le livre de Marty Kagan, ce n'est pas ce que vous verrez dans les super articles de certaines boîtes, mais c'est ce qu'on a pu mettre en place dans un contexte d'entreprise qui n'était pas du tout produit il y a 2 ans et qui aujourd'hui a quand même fait une partie du chemin. Je pense qu'il faut entre 3 et 6 ans pour vraiment transformer complètement des boîtes de cette nature-là, avec la limite qu'on a vue. Donc au bout de 2 ans, ce n'était pas si mal. Je sais que l'équipe continue à travailler sec. Depuis, il y a un rôle de Head of Product vraiment officiel aussi dans l'entreprise. Ça peut paraître rien, mais il y a des choses quand même qui ont été mises en place avec un pouvoir quand même un peu plus fort. Il y a un changement culturel qui se fait. Voilà, il faut le faire sur le long terme, mais ça donne quand même des résultats. Voilà, c'est un partage très honnête. Oui, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de c'est tout rose, c'est tout noir. J'espère que ça vous a intéressé, que vous pourrez en tirer quelques petites choses pour vos missions à vous. Et puis s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, que je le dis obligatoire, n'hésitez pas avec la session de QA. C'est l'objectif. Voilà.